Las Vegas, la ville emblématique du Nevada dans l'ouest des États-Unis. Un temple du jeu dont les néons lumineux sont visibles de l'espace. Depuis le 19e siècle, le Nevada attise les rêves de fortune. Et sa terre, éventrée par les chercheurs d'or, témoigne de l'un des plus grands booms économiques de l'histoire américaine. Les fantômes du Pony Express arpentent toujours les pistes poussiéreuses. Et les chevaux sauvages galopent en toute liberté dans ces collines. Ici, des hommes ont maîtrisé un fleuve réputé indomptable et construit une merveille du monde moderne. Des panaches de vapeur cachent des forces volcaniques encore actives. Et le soleil brûlant du désert est exploité pour produire de l'énergie. De la crête tortueuse de ces dunes de sable à un lac qui a bien failli disparaître et grouille de vie aujourd'hui, en passant par sa vallée de feu, ce qui n'était qu'un no man's land est devenu le terrain de jeu d'une formidable. Au milieu du 19e siècle, deux frères, Ethan et Hosea Grosh, arrivent dans ces collines désolées de l'ouest du Nevada, au milieu de nulle part. Les deux hommes rêvent d'or et ils commencent à creuser. En 1857, après des années d'efforts, ils découvrent un minerai d'un bleu particulier. Ils ignorent encore qu'ils se trouvent devant un gisement d'argent métal. Mais avant que les frères Grosh puissent rendre leur trouvaille publique, tous deux succombent. L'un d'une infection au pied et l'autre après une tempête de neige. D'autres prospecteurs fouillent la région, mais le plus malin est Henry Comstock, qui s'approprie la découverte. Très vite, ces montagnes deviennent d'ailleurs célèbres sous le nom de Comstock Lode. La nouvelle se répand dans tout le pays. Et des milliers de chercheurs d'or se ruent dans les environs. Ils vont risquer leur vie et être exploités par des prospecteurs sans scrupules. Contrairement à l'or de Californie qui se trouve dans les rivières, celui du Nevada est enfoui en profondeur. Il faut prendre d'énormes risques pour creuser des mines comme celle-ci, qui s'enfoncent jusqu'à 1000 mètres. Font grimper la température dans les galeries. Les outils métalliques sont brûlants. Des nuages de vapeur remplissent les tunnels. Et des inondations souterraines menacent d'ébouillanter les ouvriers. Ces hommes qui sont venus dans le Nevada pour gagner de l'argent facile sucent sang et eau dans les mines des autres. Et le salaire élevé ne compense pas les conditions de travail pénibles. Pendant leurs heures de repos, les occasions ne manquent pas de dépenser l'argent durement gagné. Très vite, des commerçants et des entrepreneurs arrivent, prêts à saisir toutes les opportunités. Et au début des années 1860, le campement est devenu une ville, Virginia City. Aujourd'hui, c'est l'une des villes minières les mieux préservées des États-Unis. À l'époque, c'était l'une des plus belles entre Denver et San Francisco. Des hôteliers ont fait fortune ici. Les rues de la ville regorgeaient de cabarets, de saloons, de fumeries d'opium et de maisons closes.
C'était l'endroit rêvé pour alléger les poches bien remplies des mineurs. Le peu 60 est le Gold Hill. C'est le plus vieux encore en activité dans le Nevada. Souvent sans dessous, brisé par le temps passé dans les mines de Comstock Lode. Un mineur a réussi à échapper à ce sinistre destin. Il a aussi connu la gloire à Virginia City, mais d'une autre manière. Sa tasse de thé. Il s'est fait embaucher par un journal appelé le Territorial Enterprise, situé dans cet immeuble en briques rouges. Pseudonyme Mark Twain. Depuis, l'immeuble a été transformé en un musée consacré à la vie de ce grand écrivain américain, auteur des Twain. Un autre habitant de Virginia City est devenu immensément riche, George Hearst. Cet homme d'affaires a gagné une fortune colossale en investissant sur les plus grands gisements miniers du pays. Il a fait construire cette maison avec les premiers millions engrangés. L'industriel John Mackay a également occupé cette demeure. C'est lui ont été surnommés les rois de l'argent. Ces grands propriétaires miniers ont dû trouver un moyen rapide et bon marché de transporter tous ces précieux minerais. En 1869, la voie ferrée Virginia and Truckee Railroad est achevée. Elle a été financée par le banquier William Sharon, après une Pendant la ruée vers l'or, ces trains acheminaient les minerais bruts jusqu'aux hauts fourneaux. Puis ils repartaient vers Virginia City, chargés de bois et de marchandises. Pour les passagers, ils assuraient également la correspondance des lignes transcontinentales à Reno. Mais pour les rois de l'argent, la destination la plus stratégique se trouve à 25 km au sud-ouest. En 1863, le Congrès américain choisit la petite ville de Carson City, tout juste fondée, pour accueillir le nouvel hôtel de la monnaie. C'est ici que l'or et l'argent de Comstock Lode échangés en pièces sonnantes et trébuchantes. En 1866, ce bâtiment élégant s'est élevé au cœur du désert. Les premières pièces ont quitté les presses en 1870. Cette région au passé chaotique commençait à se civiliser. Beaucoup des bandits qui l'avaient rendu peu fréquentable étaient enfermés ici, dans le pénitencier d'État. Aujourd'hui les couloirs de la mort du Nevada. Elle est située près d'une carrière. Les premiers détenus taillaient la pierre pour construire leurs propres cellules. Ils ont aussi bâti l'hôtel de la Monnaie et de nombreux bâtiments de Carson City, la capitale du Nevada. Le plus bel exemple de cette pierre est le Capitole, surplombé d'un dôme argenté. Sa construction commence en 1870. L'année suivante, les autorités de ce nouvel État prospère se réunissent pour la première fois. Carson City compte alors une importante communauté chinoise. Dans les années 1880, un habitant sur 5 est chinois. Ces immigrés travaillent majoritairement pour le chemin de fer. Mais la situation devient critique. Les gisements de Comstock Lode s'épuisent. Et Henry Comstock n'est plus là. Les concessions qu'il a vendues, ruiné et fou, met fin à ses jours en 1870.
Pendant l'âge d'or de Comstock Lode, un ouvrier mourait chaque semaine dans les mines. Et maintenant que les ressources s'amenuisent, les survivants préfèrent partir. La population du comté de Virginia City passe de près de 20 000 habitants en 1875 à moins de 4 000 à la fin du 19e siècle. Ces bâtiments historiques restent à l'abandon pendant des dizaines d'années. Jusqu'à leur rénovation, dans les années 1950, dans un but différent, mais également lucratif, le tourisme. Une promenade en calèche sur ces collines suffit à faire oublier l'histoire tumultueuse de la ruée vers l'or. Voici les dunes de la Nevada Sand Mountain. Elles évoquent un monstre marin échoué sur une plage déserte. Vu du ciel, on dirait des vagues sur l'océan. Pourtant, il n'y a pas une goutte d'eau à des kilomètres à la ronde. Ces paysages arides semblent s'étendre à l'infini. Le Nevada est le plus sec des États américains, avec un taux moyen de précipitations annuelles de moins de 200 mm. Mais la région n'a pas toujours ressemblé à un désert. Pendant la dernière glaciation, la majeure partie de l'État était recouverte d'eau. Un ensemble de bassins reliés entre eux formait le lac Lahontan. À la fin de l'ère glaciaire, quand les températures ont commencé à grimper, l'eau du lac s'est évaporée. Aujourd'hui, il a presque entièrement disparu. Presque. Car il reste une extraordinaire oasis au milieu du désert. Il y a bientôt 10 000 ans, les Amérindiens Paiutes sont arrivés sur ces terres hostiles. Pendant de longues années, ils ont bu l'eau du lac, mangé ses poissons et partagé ses trésors. Chaque année, ces oiseaux majestueux quittent le sud de la Californie et le Mexique pour passer l'été sur l'île Hanao, située au milieu du lac. Mais leur refuge a bien failli être détruit au début du XXe siècle. L'île n'aurait pas été épargnée sans la détermination des Paiutes à remporter une bataille juridique acharnée. L'histoire remonte à 1844, quand l'explorateur John C. Fremont et son guide Kit Carson font escale ici, sur le chemin de l'Ouest. John Fremont cartographie ses rivages et baptise ce lac Pyramide, d'après cette formation rocheuse. Très vite, des colons suivent ses traces et viennent s'installer ici. La vie sur les rives du lac commence à changer. En 1905, le cours de la rivière Truckee, seule source d'alimentation du lac, ralentit mystérieusement. Le lac Pyramide semble condamné à s'assécher, comme les autres lacs du Nevada. Les Amérindiens Paiutes mènent l'enquête et découvrent l'origine de ce changement dramatique, le projet de barrage de dérivation d'Herbie mené par le gouvernement américain. Une fois achevé, ce barrage bloque la rivière et la détourne vers un canal fraîchement creusé. Ce canal alimente des fermes et des ranchs. C'est une bonne chose pour les cultures et le bétail, mais une catastrophe pour les Paiutes et les pélicans dont la survie dépend de ce lac. Dès les années 1960, les Paiutes organisent la riposte et exigent la destruction du barrage. Le combat va durer 20 ans. Les Amérindiens finissent par gagner la bataille et les agriculteurs de la région doivent désormais partager l'eau de la rivière.
Le manque d'eau est un problème endémique dans le Nevada. Et les ingénieurs continuent d'élaborer des solutions. Au sud du lac Pyramide, ce paysage luxuriant fleurit grâce à l'eau, puis redistribuée vers les fermes et les habitations grâce à un système d'irrigation sophistiqué. Ce réseau s'inscrit dans une initiative régionale pour exploiter le moindre centimètre veille d'ingénierie à l'américaine. Le barrage Hoover. Ce barrage a été construit sur le fleuve Colorado, qui prend sa source dans les montagnes Rocheuses, traverse l'Utah, longe le Nevada et la Californie par l'Arizona et se jette dans le golfe de Californie. Ce fleuve puissant était souvent en crue. Il inondait les champs et détruisait les cultures, quand d'autres régions agricoles manquaient cruellement d'eau. Le président américain Calvin Coolidge autorise la construction d'un barrage destiné à dompter le Colorado et qui serait le plus grand du monde. Les ingénieurs cherchent longtemps l'emplacement idéal. Ils finissent par choisir un canyon à cheval entre le Nevada et l'Arizona. Lancé pendant la Grande Dépression, le projet attire des hordes d'ouvriers sans emploi venus de tous les États-Unis. C'est la deuxième fois de son histoire que le Nevada fournit massivement du travail. Mais cette fois, ces hommes ne viennent pas chercher de l'or. Le chantier embauche plus de 20 000 personnes. La plupart occupent un logement dans une ville nouvelle construite pour l'occasion et baptisée Boulder City. Tous les jours, les ouvriers s'entassent dans des cars à 2 étages et empruntent une autoroute flambant neuve pour se rendre sur le chantier. Pendant 4 ans, ils travaillent par des températures caniculaires. En plus d'être épuisant, c'est un travail à haut risque. Des ouvriers descendent les falaises, suspendus à des cordes, pour faire sauter les parois du canyon avec de la dynamite. Les moins bien payés sont chargés de déblayer les décombres à la pelle. D'autres travaillent sous terre. Ils forent 4 tunnels de plus d'1 kilomètre chacun pour détourner le cours du fleuve le temps des travaux. Les chutes de pierre, les émanations de monoxyde de carbone, l'hyperthermie et la surcharge de travail génèrent de nombreux accidents. 111 ouvriers au moins ont trouvé la mort sur ce chantier. Certains ingénieurs pensent même que les travaux ne seront jamais terminés. Mais au bout de quelques mois, la courbe très reconnaissable du barrage Hoover commence à se dessiner. Est phénoménal. Pour qu'il se solidifie plus vite, les ouvriers doivent construire le mur de 220 mètres de haut par coulées individuelles d'1,50 m à la fois. Ces coulées sont encore visibles sur la paroi. Quand le barrage est inauguré en 1935, l'exploit est applaudi dans le monde entier. Car en plus d'être une formidable avancée technologique, la construction est esthétiquement bien proportionnée et futuriste. Le spectacle fait oublier les enjeux environnementaux qui pèsent sur ce barrage. S'il venait à céder, il inonderait des États entiers, détruirait des systèmes d'irrigation dans tout le sud-ouest du pays et priverait des millions de foyers d'eau potable. Du 11 septembre,
les autorités fédérales décident d'interdire aux poids lourds cette autoroute qui franchit le barrage. En guise de déviation, elle commande la construction de cet immense viaduc en béton. Le pont Mike O'Callaghan Pat Tillman, qui porte les noms d'un politicien et d'un héros de guerre, enjambe le fleuve Colorado à 270 mètres d'altitude. Il a fallu presque 10 ans pour le construire. En octobre 2010, le viaduc est enfin ouvert à la circulation. Le barrage Hoover devrait être là pour de longues années encore. Mais le lac artificiel qu'il a créé et les villages qui l'alimentent ont un avenir beaucoup plus incertain. Le lac Mead arrose des vallées situées jusqu'à 180 km du barrage. Il atteint 13 km de large par endroits. C'est une source d'eau inespérée en plein cœur du désert. Des millions de personnes viennent s'y détendre et s'adonner aux sports nautiques chaque année. Ce lac n'est pas éternel, car le Nevada traverse une période de sécheresse sans précédent. La trace laissée par l'eau sur les parois rocheuses montre à quel point le niveau du lac a baissé. Plus le niveau du lac descend, et plus il dévoile de nouvelles formations rocheuses et de nouveaux îlots. Ou aux vestiges d'un fort du Far West. Ce sont en réalité les fondations d'une ancienne ville appelée Saint-Thomas. Elle a été désertée il y a plus de 70 ans, quand le lac Mead a été créé. Le dernier habitant de la ville aurait quitté sa maison à bord d'une barque, juste avant qu'elle ne disparaisse sous les eaux. Les chercheurs pensent que Saint-Thomas ne sera plus jamais sous le niveau de l'eau. Mais d'autres villes pourraient être abandonnées dans la région. Si le lac Mead continue de s'évaporer, ce sera peut-être la fin de cette immense métropole, Las Vegas. Car c'est la promesse de l'eau qui a peuplé à vitesse grand V cette vallée désertique. Des canaux traversent la ville et donnent aux habitants l'illusion de ne pas vivre en plein milieu du désert. Mais si le lac Mead vient à disparaître, la ville de Las Vegas que la consommation d'eau ne soit considérablement restreinte. Dans une ville où les installations aquatiques sont des attractions touristiques à part entière, appliquer des restrictions est un dilemme cornélien. La municipalité doit faire preuve d'ingéniosité. Elle offre une prime aux propriétaires qui remplacent leur pelouse par du gravier, demande aux clubs de golf de réduire leur surface de terrain et recycle la moindre goutte d'eau usée. L'eau des salles de bain et des cuisines est acheminée jusqu'à cette usine de traitement. Une fois purifiée, elle est déversée dans le lac Mead, avant d'être à nouveau dirigée vers les foyers, les hôtels et les casinos. Entre 2001 et 2008, la consommation d'eau a ainsi baissé de 20% malgré 500 000 nouveaux arrivants. Pour l'instant, l'opération est un succès. Le désert avance, mais Las Vegas résiste. Une route déserte traverse le nord du Nevada. Voici la route 50, la moins fréquentée des États-Unis.
Elle traverse tout le pays, de West Sacramento en Californie à Ocean City dans le Maryland. Ceux qui s'aventurent sur cette route doivent emporter une réserve suffisante de vivres et de carburant. Au XIXe siècle, ce n'était pas en voiture mais à cheval. De Saint-Joseph dans le Missouri, les cavaliers du Pony Express galopaient vers l'ouest à bride abattue et changeaient de monture en cours de route. Ils pouvaient parcourir les 3000 km jusqu'à Sacramento en seulement 10 jours. À condition qu'ils survivent au voyage. Les seuls vestiges de ce service de courrier hors du commun sont les relais qui étaient espacés sur la route, comme celui de Sand Springs. Changer de monture. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines. L'arrivée du télégraphe en 1861 l'a mis hors service en seulement quelques mois. Les camions ont remplacé le Pony Express, mais le cheval reste à l'honneur dans cette région des États-Unis. Des Mustangs vivent encore en liberté dans les déserts d'altitude. Ces chevaux sauvages symbolisent les grands espaces et la conquête de l'Ouest américain. Pourtant, ils ne sont pas originaires de ces collines. Ce sont les conquistadors espagnols qui ont fait venir leurs ancêtres d'Europe, où ils étaient domestiqués. Ces animaux prolifèrent dans le Nevada. Ils n'ont pas de prédateurs naturels et un troupeau peut doubler en 4 ans. Les Mustangs sont même en surpopulation dans cette région. Ils piétinent des milliers d'hectares par an et menacent l'habitat de nombreuses espèces endémiques. Si leur population n'est pas régulée, cet écosystème fragile pourrait bien être endommagé irrémédiablement. Mais aux États-Unis, on ne touche pas aux chevaux sauvages. Cette espèce importée est devenue un symbole de l'Ouest américain. Mustang, comme les personnages de Montgomery Clift et Clark Gable dans le film de 1961 Les Désaxés, ont peu à peu disparu. Et limiter les dégâts faits à l'environnement. Ici, à Indian Lake, ils sont des centaines en attente d'adoption. Les militants pour les droits des animaux jugent cruel de les maintenir en captivité, mais s'opposent à toute vente susceptible de les conduire à l'abattoir. Les chevaux sont donc en enclos pour un temps indéterminé et dans des paysages qui ont radicalement changé depuis plusieurs centaines de millions d'années. Toute la beauté de l'histoire géologique du Nevada se trouve ici, dans la vallée de feu. Des dunes mouvantes datant de l'ère des dinosaures sont restées prisonnières du temps. Elles ont créé des formations de grès rouge qui dominent le désert. La vallée tient son nom de la lumière orangée qui l'enveloppe au lever du jour. Avec son atmosphère étrange, elle a attiré de nombreux producteurs hollywoodiens en quête d'un autre monde. Les films Total Recall, Star Trek Génération ou encore Transformers ont été tournés ici.
Cette vallée semble paisible, mais elle est le fruit d'une histoire géologique très mouvementée, qui remonte à des dizaines de millions d'années. Sous le sol du désert se cache un foyer volcanique. Le Nevada est le troisième État américain dont l'activité sismique est la plus forte, après la Californie et l'Alaska. Le canyon spectaculaire de Red Rock fait facilement oublier qu'un tremblement de terre de magnitude 7 se produit ici en moyenne tous les 30 ans. Et rien n'a autant influencé l'histoire naturelle et humaine du Nevada que ces événements sismiques. Ces forces qui grondent sous terre sont de temps en temps visibles en surface. De la vapeur s'élève d'un champ géothermique à quelques kilomètres de Virginia City. La même eau bouillante qui menaçait les mineurs de Comstock Lode est devenue source d'énergie. À lui seul, ce champ géothermique produit de quoi alimenter 45 000 foyers. Pour puiser cette eau, les ingénieurs La géothermie est en train de transformer le paysage énergétique des États-Unis. Mais pour transformer les forêts luxuriantes et les lacs du Nevada en un désert aride, il a fallu des forces encore plus puissantes. Tout s'est passé ici, dans la Sierra Nevada, une chaîne de montagnes à cheval entre le nord-ouest de l'État et la Californie. Au Crétacé, l'océan Pacifique recouvrait encore cette région lorsqu'une plaque océanique a plongé sous la plaque nord-américaine. Cette zone de subduction a formé la Sierra Nevada. Le mont Rose est un ancien volcan. Les pics comme celui-ci sont assez hauts pour faire barrage à l'air humide du Pacifique venu de Californie. Pendant les millions d'années qui ont suivi la formation de la Sierra, le Nevada s'est retrouvé privé d'eau. Les lacs se sont évaporés et les forêts se sont éteintes. Ces mêmes forces géologiques qui ont asséché la région lui ont aussi donné l'un de ses plus précieux joyaux. Niché dans la Sierra, à cheval entre le Nevada et la Californie, le lac Tahoe a été formé par la fonte des glaces. Aujourd'hui, ces eaux sont encore d'une extrême pureté. Il atteint 500 mètres de profondeur par endroit. C'est l'un des lacs les plus profonds des États-Unis. Cave Rock se dresse sur les rives du lac Tahoe. Ces vestiges d'un ancien volcan actif sont désormais percés par 2 tunnels routiers. Les Amérindiens Washoe qui vivent au bord de ce lac depuis des milliers d'années appellent ce rocher Deek-Wadapush, qui signifie « pierre grise debout ». C'est un site sacré pour eux. Les légendes de la tribu parlent de laisser ces esprits en paix. Les Washoe ont toujours gardé une distance respectable avec Cave Rock. Du fait de sa profondeur, l'eau du lac Tahoe est exceptionnellement froide. Bien des oui-dire circulent à son sujet. On raconte que les bébés de l'eau ne seraient pas les seules créatures à le peupler. Dans Le Parrain 2 de Francis Ford Coppola, Fredo Corleone est tué dans une barque et son corps jeté par-dessus bord. Tous victimes de la mafia américaine. Ces rumeurs ont pris de l'ampleur quand un journal a annoncé que le commandant Cousteau avait exploré le fond du lac. Il aurait déclaré que le monde n'était pas prêt pour ce qu'il avait découvert. L'anecdote était fausse puisque le commandant Cousteau n'est en réalité jamais allé au lac Tahoe.
Mais il est avéré que des membres de la mafia y passaient souvent leurs vacances. Côté Nevada, c'est l'endroit idéal pour se reposer. Contrairement aux rives très construites côté Californie, celles-ci sont restées incroyablement sauvages. C'est en partie grâce à un certain George Whittle Jr. Au début des années 1930, cet héritier d'une grande fortune immobilière a racheté la majeure partie des rives côté Nevada. En 1936, il a fait construire cette immense demeure et l'a baptisée Thunderbird. Il y a vécu jusqu'à la fin de sa vie. Aujourd'hui, elle est ouverte aux visiteurs. George Whittle avait de grands projets immobiliers pour les bords du lac. Il y a renoncé par amour pour la beauté naturelle du lieu et a protégé ses rivages jusqu'à sa mort en 1969. Ils appartiennent désormais à l'État. Le lac est bordé de plusieurs hectares de forêt, un paysage sans doute proche de ce qu'était le reste du Nevada il y a des centaines de millions d'années. Les forces volcaniques qui l'ont transformé en désert ils sont encore largement exploités aujourd'hui. Chaque année, d'énormes cargaisons d'or et d'argent quittent ces mines. C'est l'une des périodes de l'exploitation aurifère les plus importantes aux États-Unis. Davantage d'or a été extrait ici depuis 1998 que pendant la ruée vers l'or en Californie et à Comstock Lode. De puissantes sociétés minières est révolue. Mais cela ne veut pas dire que les hommes seuls ne trouvent pas d'autres occupations dans la région. Une activité d'un tout autre genre a été développée exclusivement pour eux. La loi interdit de l'afficher au grand jour, elle est donc cachée dans de vieux entrepôts ou sur des routes de campagne isolées. Il s'agit des maisons closes. Étroitement surveillées mais parfaitement légales. Ces établissements fleurissent ici depuis la conquête de l'Ouest. Le Nevada est le seul État américain à les autoriser. Certaines maisons closes sont même célèbres pour avoir servi de décor à des séries télévisées. Plus de 200 prostituées y travaillent, en toute légalité, et déclarent leurs revenus comme n'importe quel contribuable. Malgré des campagnes incessantes pour les interdire, les maisons closes du Nevada tiennent bon. La prostitution n'est pas le seul tabou que le Nevada a bravé depuis sa naissance. Quand certains se mariaient en 24 heures à Las Vegas, d'autres allaient divorcer aussi vite à Reno. En 1931, les législateurs de l'État ont fait du divorce un jeu d'enfant. La ville de Reno est rapidement devenue la capitale été construit pour accueillir les futurs divorcés qui venaient par quarts entiers. L'un des premiers, et le plus luxueux à l'époque, était l'hôtel El Cortés. C'était aussi la construction la plus haute de la ville en 1931. Les femmes payaient cher pour se prélasser dans sa splendeur art déco, pendant les 6 semaines nécessaires à l'obtention du divorce. Précipitait au palais de justice de Reno pour obtenir le document officiel. Près de 33 000 personnes ont divorcé ici, rien que dans les années 1930. En 1937, le magazine Life a publié la photo d'une jeune femme qui embrassait une de ses colonnes. C'est depuis devenu une tradition. Marilyn Monroe fait la même chose dans le film Les Désaxés, avant d'aller jeter son alliance dans la rivière Truckee. Le divorce à Reno était
Dans les années 1960, cette grande époque a pris fin. Peu à peu, les lois se sont assouplies partout ailleurs aux États-Unis. Une autre ville du Nevada a volé la vedette à Reno en devenant la capitale du péché. Une ville qui vivrait plus que tout autre au rythme des ascensions grisantes et des chutes vertigineuses du Nevada, Las Vegas. En 1946, un mafieux notoire surnommé Bugsy Siegel arrive à Las Vegas. Il y fait construire un hôtel-casino, le Flamingo, sur une portion isolée de l'autoroute 91, à l'extérieur de la ville. Il dépense des fortunes pour en faire un véritable palais de la luxure. Mais avant même de tirer profit de son investissement, Bugsy Siegel est assassiné. Ses associés l'auraient tué parce qu'ils tentaient de détourner leurs bénéfices. L'affaire du Flamingo a attiré l'attention d'investisseurs peu honnêtes alléchés par l'appât du gain. Très vite, les hôtels et les casinos se sont mis à pousser au milieu du désert. Et l'autoroute 91 est devenue le Strip de Las Vegas. La ville actuelle est le résultat d'une révolution en matière de droit immobilier. Dans les années 1960, l'État du Nevada a autorisé les entreprises privées à acheter les casinos de la ville. En 1967, Kirk Kerkorian a injecté l'équivalent de 100 millions d'euros dans la ville de Las Vegas. Il a racheté l'hôtel Casino MGM Grand, qu'il a reconstruit par la suite. À mesure que les entreprises cotées en bourse investissaient en masse, la mafia quittait la ville. En 1989, Steve Wynn a fait construire le Mirage, qui était alors le casino le plus cher du monde. Son spectacle pyrotechnique rend hommage aux folles nuits de Las Vegas. Dans les années 1990, les visiteurs affluaient et l'argent coulait à flot. Rien ne semblait pouvoir surpasser le Mirage de Steve Wynn. Jusqu'à ce qu'il le surpasse lui-même en 1998, avec un nouvel hôtel de luxe et un spectacle aquatique cette fois. Le Bellagio était alors de loin le plus opulent, le plus cher et le plus démesuré du Strip. Mais d'autres constructions sont vite venues le concurrencer. C'est le cas du Luxor, achevé en 1993, dont la pyramide en verre est reconnaissable de très loin. La plus brillante de Las Vegas. C'est actuellement la plus brillante. Un autre symbole de la ville voit le jour, l'hôtel Casino Stratosphere. Culminant à 350 mètres, c'est la tour d'observation la plus haute du pays. Au sommet, les amateurs de sensations fortes hurlent de terreur, suspendus au-dessus du vide. Tous les soirs du week-end, les touristes se pressent également pour faire le saut de l'ange du haut de la tour. Suspendu à un élastique, il saute de 260 mètres au-dessus de la ville. Cœur fragile, s'abstenir. Ces attractions vertigineuses sont à l'image du Nevada, dont l'économie ne cesse de grimper. Las Vegas fait parfaitement illusion de nuit. Mais de jour, le Strip n'a plus du tout la même allure. Voici le squelette de ce qui devait être le nouveau casino de Las Vegas, l'échelon. Si ce projet ne trouve
investisseurs qui possèdent également l'hôtel Fontainebleau. Mais ce chantier semble presque modeste comparé à cette ville dans la ville. Ces tours en verre sont censées abriter. Il a été baptisé le City Center. En 2005, les investisseurs étaient tellement convaincus de la bonne santé de ce projet. Le City Center devait être la nouvelle attraction en vogue sur le Strip. De célèbres tours résidentielles inclinées. Kind a eu l'idée du centre commercial bardé d'aluminium au centre du complexe. De plein fouet, et les financiers ont été entraînés dans sa chute. Derrière cette façade scintillante, va devoir être démontée. Ses fondations de mauvaise qualité faites à la va-vite la rendent instable. Il y a quelques années encore, cette vallée désertique se peuplait à la vitesse de l'éclair. Mais en 2010, une maison sur 9 était menacée de saisie. Ces terrains constructibles risquent de rester nus. Les aventures de Las Vegas et de ses casinos sont devenues des attractions à part entière. Ces enseignes publicitaires sont autant de voyages dans le temps, à une époque où tout semblait possible. Aujourd'hui, elles sont conservées et des néons. L'avenir de Las Vegas a beau être en suspens, celui du Nevada est peut-être plus prometteur. Une nouvelle ruée vers l'or peut avoir lieu à tout moment dans ces collines. Certains disent que c'est déjà le cas ici, en périphérie de Boulder City. Et en effet, quelque chose scintille à l'horizon. Mais tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. C'est une centrale photovoltaïque. Elle semble construite au milieu de nulle part, mais optimiser l'angle des rayons solaires. À côté de ces installations de pointe, une autre centrale encore plus futuriste teste de nouveaux moyens d'exploiter l'énergie solaire. Voici Nevada Solar One. Une centrale classique capterait les rayons solaires à l'aide de panneaux et les transformerait directement en électricité. Mais ces 182 000 miroirs concentrent la chaleur du soleil. Cette chaleur alimente des générateurs qui produisent de l'électricité. Les agences pour l'énergie expérimentent aujourd'hui de nouveaux moyens d'exploiter les ressources naturelles particulièrement riches du Nevada. Elles prolongent ainsi le rêve des pionniers qui ont risqué leur vie et bravé ces étendues désertiques en quête de mines d'or et d'un peu d'éternité.